Bordeaux Jack déjà de m'inviter. C'est vraiment super sympa. Euh, alors, je vais commencer cette présentation par une histoire, une société, My Bookstore Company, qui voulait créer un produit pour gérer des librairies. Ce produit était principalement basé sur une API qui était du CRUD, avec des get, des posts, des puts, etc. Si on fait une vue au niveau de l'architecture, on va avoir le cœur du système, une brique d'IAM pour gérer la sécurité, deux types d'utilisateurs, bon, rien de bien exotique. Sous le capot, on a une sorte, alors on va pouvoir dire que c'est un peu overkill, une sorte d'architecture un peu microservice avec deux services qui sont exposés au travers d'une API Gateway, différentes briques de configuration, bases de données, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant. Pendant les premières itérations, les ingénieurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé selon les exigences de leur premier client. Ils ont rajouté des opérations, ils ont rajouté des champs, et tout se passait plutôt pas mal. Le client pouvait prendre ça en considération et les rajouter dans ses API clients et tout se passait plutôt pas mal. Au bout d'un moment, ils ont gagné un autre client. Et le client, il disait, bah, il est sympa votre produit, mais moi, je veux rajouter d'autres fonctionnalités. Des choses qui sont un peu plus compliquées. Le problème, là, c'est que bon, ils ont commencé à creuser sur les nouvelles fonctionnalités. Ils se sont dit, ok, il y en a certaines, certaines c'est assez facile à mettre en place. D'autres, il va y avoir un peu de friction avec notre premier client. Et le principal problème, c'était pas qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités à ajouter. C'était que le premier client ne pouvait pas les intégrer dans ses API, dans ses programmes, avant au moins 6 mois. Donc là, comment faire? Comment faire pour rajouter des nouvelles fonctionnalités, avoir un nouveau client, fournir un service, et en même temps garder l'existant? Alors ils ont fait une réunion, ils se sont dit, bah tiens, on va versionner. On va faire une version pour notre nouveau client, une version pour notre ancien. Et tout va se passer super bien. Alors, après cette introduction, je vais quand même me présenter. Moi, je m'appelle Alexandre Touré. Je suis architecte logiciel, on va dire couteau suisse, à Worldline. Et je suis de Tours, donc ça n'était pas très très loin pour venir jusque vous voir. Qui ne connaît pas Worldline dans la salle? Bon, en résumé, Worldline, on est le leader européen du paiement. C'est-à-dire que quand vous passez un paiement sur une carte bleue chez un commerçant ou en ligne, vous passez au moins une fois par chez nous. Je vais arrêter avec là sur la partie corpo. On va revenir à notre histoire maintenant. Ce qu'ont découvert les ingénieurs après avoir implémenté le versionning, c'est que ce n'est pas juste mettre en place le versionning et ça va bien se passer. Il va y avoir des impacts sur la delivery, il y a pas des impacts sur l'intégration continue et l'organisation du code. Parce que mine de rien, on a quasiment deux productions, la V1, la V2. Un truc qu'ils n'ont pas découvert, qu'ils n'ont pas pensé, et moi le premier, je n'avais pas pensé, c'est la sécurité, il y a des impacts. Les habilitations, il peut y avoir des impacts. On verra ça dans cette présentation. Et le truc le plus marrant, c'est gérer tous les problèmes de compatibilité ascendante. Parce que forcément, si vous découvrez un bug en V2, il va falloir reporter une faille de sécurité, il va falloir la corriger aussi en V1. Et ça peut vous donner des après-midi assez sympas à faire des merges et des commits, etc. Donc maintenant, ce que je vous propose, alors déjà, je vais poser une question. Qui fait des API en back-end, etc. dans sa salle? Ok. Qui fait du versionning? Ok. Ah bah écoutez, on va pouvoir échanger, ça pourrait être assez marrant. Alors on va revenir sur l'API, on va rester sur la V1. Donc l'API, bon, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'exotique, on est sur une API CRUD standard. Alors maintenant, se dire, voilà, on a une V1, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut versionner déjà par défaut? Alors la première question à vous dire, avant toute chose, est-ce que vous avez vraiment besoin de mettre du versionning en place? Ça, c'est une grande question. Comment gérer le versionning? Il y a différentes manières, on va les voir. Ça aussi, c'est une stratégie à mettre en place et à communiquer avec tout le monde. Combien de versions vous pouvez gérer en même temps? Ça va être une très grande question. Et il va falloir le vendre aussi. Quelle est la compatibilité de votre plateforme? Parce que si vous avez une plateforme basée sur du microservice, si vous avez une plateforme basée sur du monolithe, ça ne va pas être la même donne, clairement. Il va falloir un peu se pencher là-dessus. Quelle est votre gestion de configuration?
comment vous gérez votre configuration. Ça peut être du code, ça peut être les configurations exécutables, etc. Quels sont les impacts? Il faut aussi penser à ça. Et enfin, ça c'est un truc que j'ai découvert, on l'a découvert tardivement, on n'y avait pas pensé sur un projet, puis on s'est aperçu que la sécurité, le modèle d'habilitation notamment, il y a des impacts. Et ça peut faire mal. En termes de code, en termes de configuration, etc. Donc maintenant, combien de versions concurrentes vous pouvez gérer? Alors moi, je recommande d'avoir seulement 2 versions en cours. Alors, ça, on va dire, c'est la théorie. Une version courante, version dépréciée. Si vous avez un client, notamment votre plus gros client, qui vous dit « moi, je veux une 3e », bon, vous allez en faire une 3e. Pour être complètement franc. Hein. Maintenant, pour moi, ça ne doit pas être un standard. Parce qu'il faut mettre aussi ça en regard au coût que vous allez avoir à côté. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on versionne dans notre application quand on fait une API. Si on a une application ici, alors c'est du MVC très standard avec une interface graphique, la couche métier, la couche de persistance. Bon, on va versionner les changements bloquants, ça c'est vraiment très important, sur le contrat de service qu'il y a dans la couche métier. Un exemple, vous passez votre base de données de MongoDB à Postgre, ou inversement, d'un point de vue client, c'est la même chose, ça va être la même API. Donc pas besoin de rajouter une version pour ça, quoi. Par contre, inversement, si vous faites, on verra après dans cette présentation, un changement sur votre couche métier, il faut bien vous dire que côté base de données, côté couche en dessous, il peut y avoir des impacts. Si vous changez certaines granularités, vous allez avoir certains impacts. Alors, pour revenir sur la notion de contrat de service, quand je parle de contrat de service, qui ne connaît pas cette notion-là? Alors, la notion de contrat de service, ça va être quand tu vas avoir une API, comme j'ai montré le Swagger, c'est les opérations, les champs que tu vas avoir en entrée, les champs que tu vas avoir en sortie, les codes erreurs, etc. quoi. Tout ce qui permet de consommer une API. Quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que des changements bloquants et non bloquants? Alors, moi, j'ai trouvé une bonne définition, qui est celle de GitHub, que vous pouvez retrouver sur leur site, qui versionne ces API, et qui a très bien résumé ça. Changement bloquant, c'est quand vous supprimez une opération, quand vous renommez un paramètre, quand vous changez un paramètre, quand vous changez votre modèle d'habilitation, vos exigences en termes d'authentification, en termes d'autorisation. Inversement, des changements non bloquants, quand vous ajoutez une opération, quand vous ajoutez un champ qui n'est pas obligatoire, pas besoin de faire une version pour ça. Alors je vous laisse prendre la photo, c'est bon ou pas? Vas-y, mais je mettrai les slides après à disposition sur Twitter, hein. Il n'y a pas de souci. Donc c'est-à-dire, si on revient sur notre histoire de MyBookstore Company, le nouveau client, ce qu'il voulait, c'est passer d'un auteur par livre, où c'était juste un champ string, à une liste d'auteurs par livre. Parce que le premier client, c'était plus, on va dire, imaginez, c'est plus des nouvelles, des romans. Là, on est plus dans des livres scientifiques où généralement il y a 2-3 auteurs pour un ouvrage. Et là, on voit que rien que la manière d'utiliser l'API, elle change drastiquement. Si vous avez une appli cliente, on voit très bien que là, on va récupérer une liste de livres, c'est pas la même chose. Maintenant, des changements bloquants, ce qu'il faut savoir aussi, c'est là où ça va être intéressant, c'est que vous pouvez faire évoluer votre API sans forcément créer des versions. D'accord, hein, par les mécanismes de sérialisation. Voilà, l'ancien client qui n'a pas connaissance de cette nouvelle opération, de cette nouvelle donnée optionnelle, il va utiliser l'API sans savoir qu'elle existe, et ça va bien se passer. Un exemple ici, si on veut rajouter juste un champ optionnel qui est le résumé, enfin non, l'extrait, excusez-moi, excerpt, et la méthode, l'opération associée, pas besoin de créer une version. Au contraire. Là, vous pouvez faire évoluer votre API sans bloquer et sans créer une nouvelle version. Maintenant, comment spécifier la version? Alors, il y a différentes manières de le faire. Ça c'est la partie la plus facile. Déjà, il y a la version, vous pouvez le mettre dans l'URL. Alors moi, j'aime bien. Ça a un avantage, c'est que d'un point de vue client, on sait qu'on va attaquer la V1. Il n'y a pas d'équivoque. L'inconvénient, c'est que pour le client, il faut qu'il mette à jour ses API, il faut qu'il dise attention, il y a la V2, ok, il faut que je mette à jour, etc. Bon, ça peut être, ça a ses avantages, ses inconvénients. Maintenant, une autre manière, c'est d'utiliser des headers HTTP.
Header HTTP. Il n'y a pas de valeur standard. Vous mettez le header, vous mettez celui que vous voulez. On verra que GitHub a le sien, par exemple. Là, j'ai mis XAPI version. Bon, c'était un peu pour me la raconter, mais vous faites un peu ce que vous voulez, hein. L'avantage de ça, c'est que vous êtes capable de mettre une version par défaut. Si votre client ne spécifie pas de version, dire OK, ça sera celle-là. D'accord? Ou alors s'il met, là ici c'est la V1, s'il met Toto, on va dire, ou une autre valeur, bah, ça sera cette version-là. Vous êtes capable de garantir et de piloter ça d'un point de vue back-end. Et enfin, alors là j'ai mis ça pour, parce que vous voyez souvent dans des articles, pour gérer les versionning, utilisez le header accept pour le content type. Donc là on voit une valeur avec application JSON, mais on met la V1 dessus. Alors il ne faut pas le faire, il ne faut plus le faire. Je l'ai mis parce qu'on le voit souvent dans des documentations sur Internet. Vous pouvez utiliser champ accept. Depuis, il y a une RFC qui dit clairement, plus ça va aller, utiliser seulement des valeurs standardisées pour ce header-là. Et n'utilisez pas autre chose. Donc maintenant, revenons dans notre application. Où est-ce qu'on gère le versionning? Déjà, on va gérer sur l'API Gateway. Forcément, c'est notre porte d'entrée. C'est là où toutes les API vont passer, où tous les appels d'API vont passer. Mais on va aussi le gérer dans les API sous-jacentes. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de fournir un ensemble cohérent d'API. Donc si vous êtes sur du Kubernetes, par exemple, on va mettre un namespace avec des microservices, ou alors différentes applications, mais on va avoir un ensemble cohérent. Essayez d'éviter que la V1 appelle la V2 ou inversement. Pourquoi? Pour garantir une cohérence des données, une cohérence du comportement. D'accord? Et là, si on va voir ici, là pourquoi j'ai dit que les API sous-jacentes sont impactées, c'est parce que moi, quand ma Bookstore API utilise le service ISBN, bah, la V1 va appeler l'autre V1. Donc on a connaissance de du versionning aussi. Donc maintenant, j'ai fait un peu le tour des pop-out pour voir les grands du web ce qu'ils faisaient. On voit que Google utilise la versionning dans l'URL. Il n'y a pas vraiment de standard, on va dire, sur la manière d'utiliser le versionning. Pour eux, le changement de version, c'est vraiment des changements bloquants, et vraiment très bloquants. Là, il n'y a pas d'équivoque. Spotify, eux, ils mettent toujours la version dans l'URL. Ils sont restés à la V1. Mais alors, on peut dire aussi qu'ils n'ont pas forcément un métier qu'on peut appeler, quand on va des API pour avoir les CD, les auteurs, etc. Ça n'a pas bougé tous les jours. Ils ont peut-être rajouté des champs, mais ce n'était pas des changements bloquants. Enfin, GitHub, eux, ils utilisent le header. Ils ont un header personnalisé, GitHub API version. Donc maintenant, si vous vous dites, OK, le versionning, ça a l'air un peu compliqué comme ça à première vue, est-ce que je ne peux pas juste repousser, puis tant que j'en ai pas besoin, ne pas le faire et mettre juste quelques briques? Bah, vous pouvez le faire. Faites comme Spotify. Moi, je l'ai fait sur certaines API. On a mis la version quand même dans l'URL pour dire on va faire du versionning à un moment donné. Mais on a mis déjà certaines étapes, en fait, pour communiquer. Là, on voit qu'on met le V1. Si vous êtes en interne, vous pouvez rester sur le V1, rajouter des champs. Et tant que vous n'êtes pas dans le même exemple qu'on va retrouver sur My Bookstore Company avec des problèmes de gestion de projet, de calendrier, etc., vous pouvez rester sur la V1. Ça va vous simplifier la vie. Ça, on va dire, c'est la partie la plus facile. Et donc, dans l'Open API, quand vous voyez, on verra la V1 ici directement dans le serveur, tout simplement. Maintenant, revenons dans notre histoire. Sur notre histoire, on voit que là, on va rajouter une V2 sur l'Open API, sur notre version. On va ajouter une V2 sur notre API, pardon. Donc, la première chose à faire quand vous allez devoir rajouter une nouvelle version, quand vous avez de nouvelles fonctionnalités, c'est identifier les changements bloquants. Est-ce qu'il y a des changements bloquants dans votre API? Alors pour ça, nous, ce qu'on a fait sur un projet, c'est qu'on a travaillé plus en mode API first. Ce n'est pas le code qui génère l'API, qui génère le Swagger, si vous êtes en Java avec du Spring Doc. On fait l'inverse. On utilise OpenAPI Generator, qui va, à partir d'un OpenAPI, générer le code. Comme ça, on garantit la cohérence entre la spécification, qui est l'OpenAPI, et le code. Pour identifier les changements bloquants, moi j'ai découvert un outil assez récemment, qu'on utilise maintenant, nous, à Bornheim. C'est OSDiff. OSDiff, c'est un outil open source que vous allez pouvoir utiliser, qui va vous permettre d'identifier
certains changements bloquants, va même générer des changelogs. Il y a plein d'options, hein. Nous, on n'utilise vraiment que pour les diffs, en fait, entre OpenAPI. Peut y avoir des faux positifs. Vous pouvez le mettre dans votre CI aussi. Ça marche très bien. Et ça va vous dire, voilà, OK, on a spécifié cette API par rapport à notre API existante. Est-ce qu'il y a des changements bloquants, oui ou non? Ça va vous aider, quoi. Si vous avez une API assez conséquente, vous allez pouvoir avoir au moins certains pointeurs pour creuser. Donc maintenant, revenons sur la V2. Là, on voit qu'on avait une V1, on avait un auteur par livre. Maintenant, on va avoir une liste d'auteurs. Donc quels sont les impacts? Alors, les impacts, comme j'ai dit, il y a le contrat de service. Donc l'OpenAPI, vous allez fournir un client, il va dire bah non, ça va plus marcher parce que voilà, vous avez changé la cardinalité. Je vais y arriver. Ensuite, il ne faut pas sortir de Stanford pour comprendre que bah là, il va y avoir peut-être des impacts sur la base de données en fait, hein, sur la couche de persistance. En fonction de votre configuration, si vous êtes multitenante par exemple, si vous avez plusieurs clients sur la même base de données, vous pouvez avoir des problèmes sur votre base de données, sur votre modèle. Et les problèmes de rétrocompatibilité avec la VR. Donc si on revient sur notre architecture, on voit qu'on a les deux versions qui sont exposées au travers de la gateway. D'accord. On a la V1 et la V2. Alors ça, c'est une architecture que j'ai mis en place, qu'on a mis en place sur un projet. On va en parler. Il y a deux runtime séparés, un pour la V1, pour la V2. Et c'est piloté grâce à... on est sur de l'OpenShift en fait, avec du Docker. Et ça permet de popper une nouvelle version et décommissionner plus facilement une ancienne version. Je vais en parler juste après. Et les problèmes que vous allez rencontrer, c'est que quand vous avez ces deux versions-là qui vont attaquer la même base de données, par exemple. Parce que les cardinalités, elles changent. Là, il n'y a pas de magie. Il faut trouver la moins pire solution, on va dire. Et les appels aux services externes. Donc si on revient sur la base de données, on voit que le changement de cardinalité, on est par exemple sur une entité assez simple. On passe sur du relation MN, avec les tables de jointure, etc. Maintenant, il y a une partie facile qui pourrait dire, OK, je vais faire du multitenante, je suis riche, donc j'ai deux applications, deux bases de données, une par client. Donc là, c'est simple. Parce que vous êtes capable de dire, OK, j'ai ma V1 qui est pour mon ancien client, ma V2 qui est pour mon ancien client, et il y a un modèle de base de données par client, et ça se passe très très bien. Ça, c'est la partie la plus simple. Ou alors, vous pouvez vous dire, OK, je vais quand même synchroniser des données aussi, parce que j'ai deux bases de données, il faut que je synchronise des données. C'est juste repousser le problème, en fait. C'est à vous de voir. Il y a pas de... Et là, la synchronisation de base de données, vous partez sur autre chose. Je vous le déconseille. Voilà. Ça fait un peu usine à gaz quand même. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place le versionning et les impacts qu'on va pouvoir retrouver quand on va faire du code. Parce que avant de vous lancer dans le versionning, il faut se dire un truc. Avant de sauter là-dedans, ça va impacter tout votre cycle de développement logiciel. Et quand je dis tout le cycle, c'est du métier, de la conception, développement, déploiement, etc. Un exemple, imaginons que vous êtes sur un cycle de développement, vous utilisez Git, Gitflow par exemple. Alors j'ai mis main, deux main, c'est deux versions, vous pouvez les appeler comme vous voulez, c'est pas le souci. On a une V1, une V2. Moi j'ai mis main, on appelle ça milestone en fait, où on a V1, V2 par exemple, et on a deux versions qui sont en parallèle, qui sont en production. En tout cas, c'est l'image de la production. Donc imaginons qu'on développe une nouvelle fonctionnalité. On a une branch feature, donc on va la merger dans la develop. Jusque-là, tout va bien. Puis on va créer une release. D'accord? Donc après cette release-là, on crée la release et on la déploie en prod. D'accord? On fait une nouvelle feature, on en rajoute ça. On a rajouté la liste d'auteurs. Maintenant, comment on fait pour la V1? Parce que ça va impacter les couches sous-jacentes. Donc on se dit, il faut créer aussi une nouvelle, nouvelle branch feature pour intégrer ça dans la V1. On va merger ça dans la develop, mais là, il y a la develop de la V1, pas la develop de la V2, parce que c'est deux versions différentes. On va créer une nouvelle release, encore. Et on va déployer encore. Ça, pour vous dire, c'est juste pour gérer la compatibilité. Et je vois, il y en a qui fait du versionning qui rigole. Ça, c'est juste pour gérer la compatibilité ascendante. Bon, là, c'est là où peut y avoir des soucis. Et quand je dis des soucis, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend il y a de la discussion, il y a des maires, enfin bref. On a des développeurs,
sans évaluer vraiment les changements que vous allez mettre dans vos API, ça peut avoir des impacts très forts en termes de développement. Donc maintenant, si on revient dans notre architecture, on voit que la configuration, si on va plus loin que le code, si on va plus loin que Git, on voit que si on a un serveur de configuration, peut y avoir des changements. Peut y avoir aussi des changements bloquants. Et pourrait y avoir aussi la même chose dans nos runtime. Parce qu'une application, si on fait une application Java, que ce soit du Quarkus ou du Spring Boot, il y a des propriétés. Et quand on appelle un service et qu'on va appeler un autre service, bah déjà, ça va être une propriété. Alors là, j'ai mis un serveur de configuration, ça peut être autre chose, hein, des config maps, si vous faites du Kubernetes ou d'autres choses. Enfin, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir aussi une configuration au niveau de la base de données aussi. Alors un exemple qu'on pourra avoir avec Spring Cloud Config. Là, vous voyez, c'est un exemple de propriété. C'est-à-dire que si on est sur l'API Book, qu'on appelle ISBN, bah, on a quand même la version. Donc ça va évoluer dans le temps. Parce qu'on est en V1, si on passe sur la V2 après V3, bah, il va falloir mettre à jour tout ça. Donc en résumé, quels sont les impacts qu'on va avoir sur la gestion quand on fait une version, quand on fait du versionning? C'est qu'on a un livrable par branche, par tag. On peut avoir ça. Ça se prête plutôt pas mal sur du microservice. On va avoir on va avoir aussi la configuration qui va falloir impacter, il y aura des impacts, il va falloir y penser aussi. Et enfin, bon, bah, la base de données, il va y avoir aussi des choses, il va y avoir des impacts. Donc maintenant, on va revenir sur l'architecture que je vous avais présentée, où il y a un runtime pour la V1, un runtime pour la V2. Ça se prête plutôt pas mal à tout ce qui est microservices, ça se prête plutôt pas mal à tout ce qui est conteneurisation. Moi, j'aime bien. Alors après, ça va falloir peser le pour et le contre. On verra aussi après. J'aime bien ça parce que ça permet de popper un service. On est vraiment indépendant. S'il y a un bug dans un service, s'il y a un problème dans un service, ça ne va pas forcément impacter l'autre version et l'autre client aussi. Donc ça sera à vous de peser un peu le pour et le contre. Et toute la gestion, elle est centralisée. Le routage est géré par l'API Gateway. Maintenant, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est ouais, ok, Alex, t'es sympa, mais 2 versions, ça fait 2 runtime, donc ça va me coûter 2 fois plus cher. Ça peut. Et on va se dire, bah tiens, on a une API Gateway, on nous l'a bien vendue, elle est capable de faire de la modification de messages, de la modification de réponses. Et puis voilà, on expose les 2 versions dans la Gateway, et tout va bien se passer. Et on fera de la transformation à la volée, et tout ça, c'est bien. Bah, moi, je vous le déconseille, clairement. Pourquoi? Parce que ça implique de mettre du métier dans l'API Gateway, et vous allez avoir du métier qui va être à la fois dans l'API Gateway, à la fois sur votre back-end. Pour débugger, c'est génial. C'est vraiment terrible. Alors maintenant, une autre manière de faire, qui est gérer les versions dans la base de code. Alors, vous allez avoir 2 choix en fait, hein, au final. Soit avoir des environnements séparés pour la V1 et pour la V2, soit avoir un seul environnement et tout gérer dans le package, avec des contrôleurs V1, des contrôleurs V2. Il y a du pour et du contre. Un exemple. Comment déterminer? Nous, par exemple, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une application, et là, on va arriver après sur l'observabilité. On a identifié que notre application, allez, imaginons, il y a 200 TPS, 200 transactions par seconde sur notre API. Elle nécessite 2 pods, on va dire, si on est sur du Kubernetes. Si on divise par 2, ça fait un pod par application. Bon, voilà, on se dit, voilà, on a la V1 sur un pod, un V2 sur un pod. Je schématise vraiment. Ça va nous coûter à quasiment le même prix. Maintenant, si vous avez une API qui est faiblement utilisée, vous n'êtes pas sur ces mêmes ratios-là, peut-être que le coût va être vraiment trop important pour vous. Donc le travail que vous allez devoir faire pour dire est-ce qu'on prend cette manière de faire du versionning ou est-ce qu'on prend un runtime par version, c'est à vous de voir. Voilà, il faut aussi mettre ça en regard de tous les risques que vous pouvez avoir. Parce que là maintenant, si vous travaillez là-dessus, dès qu'il y a une nouvelle modification, vous allez impacter les 2 versions. Vous allez devoir versionner, vous allez devoir tester les 2 versions, valider les 2 versions pour déployer en production. Donc ça, c'est des choses à prendre aussi en considération. Alors pour vous aider déjà à faire le choix, déjà pour avoir l'idée de l'utilisation de votre API, l'une des premières choses à mettre en place, c'est l'observabilité. Alors il n'y a pas que pour le versionning. Déjà l'observabilité, il faudra la mettre déjà par défaut pour toutes vos applications. Identifier qui utilise chaque version.
et le coût de chaque version. Comme je vous parlais, voilà une des décisions pour dire quelle solution on prend pour faire du versionning. Voilà, c'est grâce à l'observabilité que vous aurez une aide à la décision. C'est pas au doigt mouillé. Vous pouvez mettre en place des tableaux de bord, par exemple Kibana, vous pouvez faire ça. Alors ceux qui font du APG, il y a déjà des dashboards préétablis, vous pouvez le faire directement, c'est à vous de voir, hein, c'est en fonction de vos outils. Pour ça, vous pouvez utiliser une API Key. L'API Key, c'est vraiment le truc standard, et que ça vous permet de dire, tiens, tel client utilise telle version. Ou alors ça vous permet aussi de dire, attendez, monsieur le client, vous utilisez quasiment, vous nous dites que vous utilisez telle version, mais au final, vous ne l'utilisez plus, donc on peut la décommissionner. Ça va vous aider aussi à communiquer. Et mieux anticiper le décommissionnement de vos anciennes versions. Et pour décommissionner vos anciennes versions et pour concevoir vos versionning, il va falloir communiquer. Et ça, c'est le plus gros point, hein. Enfin, comme bien trop souvent. Il faut que tout le monde dans votre organisation sache comment vous versionnez vos API. Faut le faire avec vos partenaires, faut le faire en interne, faut le faire avec vos développeurs, avec vos business analysts, peu importe. Et il faut le faire régulièrement. D'accord ? Un exemple. Moi, je travaille en ce moment sur un très gros projet. Et il a fallu le répéter plusieurs fois. On a fallu le présenter au client. Voilà comment on va versionner, monsieur le client. Il a fallu le dire aux développeurs. Voilà comment on faire, les PO, etc. Pourquoi ? Parce que on s'est retrouvé une fois, alors ils n'ont pas fait exprès, hein, mais il y a quelque chose qui a été décidé chez le client parce que sur les API, ça avait complètement cassé notre modèle de versionning. Et il a fallu revenir en arrière. Donc il ne faut pas hésiter à recommuniquer tout ça. Donc publiez votre roadmap et changelog régulièrement à toutes les personnes qui sont impliquées. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Alors après, il faut que les personnes qui consomment vos API l'utilisent hein, et soient au courant que ça existe. Vous pouvez indiquer votre API est dépréciée. Alors ça, c'est une RFC qui est encore en draft en fait. Vous pouvez dire, bah voilà, mon API, attention, elle est dépréciée. Et voici le lien du changelog, etc. C'est des choses que vous pouvez faire. Maintenant, il faut que d'un point de vue client, les gens ils puissent l'utiliser, ils soient au courant. Alors, là maintenant, on va arriver sur la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, mais il peut y avoir des impacts aussi sur le versionning. Qui fait de l'hôte 2, OpenID Connect, etc. Ok, d'accord, super. Bon, pour les autres, vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de notions d'OpenID Connect ou de hôte 2. Votre modèle d'habilitation peut y avoir un impact. Donc si on revient sur notre architecture, là on a Bookstore IAM, on a fait une authentification OpenID Connect, on utilise OAuth 2, on utilise des scopes OpenID Connect, OAuth 2, à vous de voir. On fait le modèle, et là la V1, les ingénieurs, ils ont fait un modèle airbag, truc un peu standard, avec des permissions d'un côté, des utilisateurs de l'autre, et on a fait certains rôles, administration, recherche, consultation, etc. Jusque-là, on n'a pas grand-chose. Donc où est-ce que ça s'applique déjà ce modèle-là ? Déjà, ça va s'appliquer, la validation va pouvoir s'appliquer dans l'API Gateway, parce que forcément, il faudra dire, attendez, il faut qu'il y ait un jeton, ok, et puis il faut que ce jeton, vous ayez les bons scopes pour appeler telle API. Si vous avez vraiment sécurisé vos API, vous faites aussi une validation des rôles et des scopes dans les backends derrière. Donc là, on voit, si on change quelque chose, il peut y avoir des changements un peu bloquants sur les habilitations. Peut-être qu'il va y avoir des impacts. Alors s'il y a des impacts que sur l'API Gateway, vous êtes chanceux. Si après sur les backends, ça peut être un peu plus compliqué. Alors imaginons, on veut faire une nouvelle V2, une nouvelle policy pour la V2. Donc si vous vous souvenez, on a rajouté des auteurs, la liste d'auteurs. Donc on a rajouté des permissions pour créer les auteurs, etc. Donc ça fait un nouveau rôle. Et puis le client il a dit ouais en fait la recherche on s'en fiche parce que généralement si tu as le rôle lecture, c'est bon, tu n'as pas besoin de la rôle recherche. Soit. Donc maintenant imaginons si vous faites du Java, vous faites le test dans un backend is user in role, search, pour dire voilà je vais faire ma recherche, donc je valide si l'utilisateur doit avoir le rôle. Donc vous devinez un peu ce qu'il peut y avoir. Donc déjà, le search au niveau de l'API Gateway, il y a un impact. Ok.
on rajoute la partie hauteur. Et on voit que dans les backends, si on a fait de la validation, bah, il va y avoir un petit impact, un petit changement bloquant. Donc, il y a des changements bloquants sur l'API Gateway, il peut y avoir aussi des changements bloquants sur la partie dépréciée, parce que la personne n'a plus forcément les bons rôles qui sont mappés. Alors, là, c'est pour du très très gros projet. Là, c'est un exemple des choses qu'on est arrivé. On avait des modèles d'habilitation. Si vous voulez aller plus loin dans le modèle d'habilitation, si vous avez des choses vraiment très trapues, on est arrivé, nous, avec des serveurs on a des serveurs en fait de policy, clairement, des polices de sécurité. Pour dire, voilà, il y a différents attributs, différents rôles avec telles ressources et du resource scoping, etc. Donc on a un serveur de policy. Bah, ce serveur de policy là, c'est pareil, il va falloir versionner ce qu'on fait en termes de policy. Donc ça, c'est vraiment des très très gros projets. Je ne vais pas trop détailler là-dessus. Et nous, on est arrivé à fournir des V1, des V2 sur ces serveurs-là. Alors si vous faites du Spring, alors désolé, ouais, je suis très très Spring, hein, sur Spring Security, par exemple, comment ça va se passer sur le versionning? C'est un modèle très simpliste, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous avez la V1 sur le get book, sur le nombre de livres, vous pouvez avoir tel scope et versionner votre scope. C'est des choses que vous pouvez faire. Versionner vos scopes, ça c'est entendable. Donc en résumé, sur la partie sécurité, ce qu'il faut bien penser, c'est que vous pouvez avoir des impacts sur votre versionning, il ne faut pas le minimiser, il faut l'anticiper. Selon les outils, alors il y a Casbin, Keycloak, ne pas hésiter à versionner vos rôles et vos scopes. Ça peut vous aider. Donc maintenant, je vais finir cette présentation pour voir sur une conclusion. Alors déjà pour vos prochaines API. Si vous n'avez pas besoin, parce que j'ai déjà entendu des développeurs qui me disent je vais versionner mon API, tout ça. Si vous n'en avez pas besoin, évitez-le. Hein. Clairement, parce que ça va vous impacter, ça va impacter d'autres personnes, pas que le développement. Passez du temps à identifier les breaking changes. Les changements bloquants, c'est vraiment le nerf de la guerre. Travaillez aussi, quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est la modularité des API. Faites des ensembles cohérents d'API, faites pas juste un monolithe de vos API, peut-être des sous-ensembles de vos API. Ça vous permettre d'avoir plus de souplesse dans la gestion, dans le cycle de vie. Ensuite, observez vos API, observez les versions, observez toute votre plateforme. Et enfin, pensez le versionning de manière globale. C'est pas juste, c'est le message que je voulais faire passer dans cette présentation, c'est pas juste un header, c'est pas juste un chemin dans votre URL. Ça va vous impacter sur tout votre cycle de développement. Et toujours communiquer parce que ça va être, que ce soit des personnes fonctionnelles, des clients ou des développeurs, vous allez être vraiment impacté. Donc si vous voulez aller plus loin, moi j'avais fait un workshop qui est disponible sur GitHub, qui montre un peu tous les aléas, qui reprend le même use case en fait du bookstore et qui met en place le versionning avec une V2, avec un changement bloquant, une base de données. Donc il y a la solution aussi. J'avais fait un article et puis il y a la doc de GitHub. Écoutez, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Ouais. Oui. Ça peut, ouais. Ouais, j'étais pas le premier à m'en parler en fait. J'étais pas le premier à m'en parler, ouais. Nous, on avait mis deux. Moi, ce que je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait par deux manières. La manière que j'ai montré avec un runtime séparé, etc. Vraiment avec du Docker et sur du Kubernetes, on a fait différence. On n'a pas mis le wrapper parce qu'on disait bon, ça revenait quasiment au même. Après, ouais, t'es pas le premier à m'en parler et je pense que ça va se creuser, ouais, en effet. Pour celles et ceux qui font déjà du versionning, vous avez des remarques ou des questions? Non? Oui, attends, monsieur.
Oui, oui, en effet. Ouais. C'est ouais, c'est ça. C'est plus simple, oui, c'est ça. Après, avec si tu as des composants, alors je vais encore faire du Spring, désolé, mais je sais que sur voilà, si tu es Spring sur Cloud Gateway par exemple, ça se fait très simplement quoi. Spring Cloud Gateway, enfin, tu fais un prédicat sur ton header et voilà, tu as un routage qui est assez dynamique quoi. Et là, je suis d'accord avec toi, si tu as une application où tu es obligé de te faire tes routes, enfin des routes, si tu as des contrôleurs sur Spring, où tu dis voilà, avec la. C'est plus simple sur l'URL parce que tu arrives à mapper facilement, quoi, en effet. Oui, complètement, ouais, complètement. Merci. Oui, tu voulais dire? Ouais. En fait, là, c'est là ce que le retour que j'ai d'expérience, c'est sur un projet défini où on a plusieurs clients, enfin, qui sont un peu en concurrence, et c'est un peu à cause de parce on a été obligé de mettre en place du versionning parce qu'ils n'arrivaient pas à se caler sur le rythme de publication des API, quoi. Et même des fois, c'est le même client qui a différentes itérations. Enfin bon, ils ont réussi à se complexifier eux-mêmes, quoi. Et généralement, quand tu arrives à faire du versionning, c'est souvent, en tout cas pour des clients donnés, des projets donnés, c'est plus des problèmes de gestion de gestion de projet en fait que tu vas avoir que des problèmes techniques, quoi. Et sur la V1, la V2, la manière dont on définit, tiens, la V1 c'est ça, la V2 c'est ça, bon, on les fait avec eux en fait, hein. Parce qu'on a des enfin, on fait avec eux les specs fonctionnels qui permettent de dire, bah voilà, la nouvelle version ça va être ça, va y avoir ça en changement bloquant, etc. Et nous, le boulot qu'on a, c'est de dire, attendez, attention monsieur le client, vous nous demandez ça, mais il y a un impact, quoi. Et déterminer les impacts, c'est des choses, il faut vraiment les faire a priori et pas, enfin voilà, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais pas a posteriori, quoi. Oui. Alors, à quel moment on change la version? Euh, Bonne question. Quand tu es obligé. Quand il y a vraiment. Enfin, là, je vais dire, c'est pour les changements les gros changements bloquants, on va dire. Les gros changements bloquants, oui, il faut changer la version. Pour dire, voilà, tu passes V1, V2, il faut vraiment les différencier, quoi. Il faut penser un peu comme un logiciel que tu vas fournir, en fait. Le logiciel que tu fournis, tu as une V1, une V2. Si tu es sur du SEMVer, par exemple, X, Y, Z, le X, c'est vraiment des gros changements, quoi. Même tout casse, enfin, ça casse tout ton système, quoi. Et quand tu dis, voilà, je vais fournir telle version, avec telle nouvelle version, je vais fournir ma V2 à telle date, etc. Avec ces changements bloquants-là, faut que. Et tu vas le faire, pourquoi? Parce que ton premier. Tu as des gens qui doivent rester sur la V1. D'accord? Et c'est là que tu vas être obligé de passer à une nouvelle version. Est-ce que j'étais assez clair? ça, ça va, ouais. Ok, merci. Oui. Oui. Alors la question c'est est-ce que dans le header on customise le retour pour dire attention c'est une nouvelle version avec une version mineure. Euh, je crois que c'est en cours ça. Je crois qu'ils sont en train de le faire justement dans l'équipe pour communiquer là-dessus. Et ça va de pair avec les headers de dépréciation, etc. Mais après c'est comme tout, c'est là où je dis qu'il faut communiquer parce que tu peux mettre autant d'informations que tu veux dans tes headers en retour. Bon, si le client il s'en fiche, enfin s'il n'a même pas conscience, voilà. Mais oui, oui, c'est possible. Enfin, tout ce qui va dans la communication dans le bon sens pour dire attention, il y a un nouveau changelog. Tu vois, de la même manière, tu dis deprecated, il y a une V1.1 par exemple avec tel nouveau header. Oui, tout ce qui va dans le bon sens, enfin, tout ce qui va dans le bon sens, faut le faire, en effet, hein. Oui, ouais, complètement, hein. Complète-
Même si, ouais, bah oui, même si tu fais du code first, en effet, ouais. En effet. Mais l'API first, nous, ça nous a permis d'avoir plus de rigueur, on va dire, dans le code. Alors c'est beaucoup plus contraignant. Généralement, les développeurs sont pas super fans au début. Au début, ils sont pas super fans. Après, quand on voit qu'on arrive à avoir de la cohérence, beaucoup plus de cohérence dès la compilation, surtout si c'est sur des langages, alors j'ai parlé en Java en tout cas, sur des langages fortement typés où quand tu génères à partir de ton OpenAPI, tu vas générer alors si tu es sur du Spring, la partie de tes contrôleurs avec toutes les contrats, on va dire les opérations. Déjà rien qu'à la compilation, tu es capable de dire est-ce que tu es dans les clous de ta spécification ou pas, quoi. Et là, c'est un gain, on le voit tout de suite, quoi. Déjà à la compilation, on le sait. Et en recette, bah, les bugs de décalage, on va dire les problèmes de décalage qu'on pourra avoir entre les specs et le code fourni, bah, on va pas attendre la recette, quoi. Et là, c'est un gain. Là, passer la première recette, généralement, ils disent ouais, c'est pas mal en fait. Au début, disons, c'est quoi ce truc? Et voilà, après, c'est l'un des trucs, l'un des problèmes qu'on va avoir aussi, c'est les merges qu'on va retrouver sur la partie développement qui va rajouter de la lourdeur. C'est-à-dire d'une version à l'autre, il va falloir reporter. Si, imaginons, vous corrigez un bug en V2, il va falloir le mettre en V1. À un moment donné, il y a un bug, il y a un commit à prendre et puis le reporter sur la V1 parce que c'est deux branches différentes. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie même. Alors moi, il y a des choses qui sont en train d'être évaluées. Justement, s'ils parlent de mettre du feature flipping. Maintenant, c'est un grand sujet, c'est un grand et vaste sujet. Faut le maîtriser, quoi. Parce que faut maîtriser les fonctionnalités qu'on pop directement juste par une propriété en production. Il y a des pour et des contre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors moi j'ai fait plusieurs runtime. T'as carrément, bon, je peux vous le montrer tout simplement. Ah non, j'ai pas de wifi. J'ai pas de wifi, mais c'est pas grave. En fait, vous avez carrément, je l'ai fait comme un peu un TP avec toute la doc, tous les logiciels qu'il faut utiliser, etc. Et t'as tout c'est autoportant en fait, on va dire. T'as pas besoin d'avoir fait la présentation avant. Tout s'exécute sur Gitpod, donc c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir ton environnement sur ton poste. Et ça va te popper toute une infra en Docker. Alors ça chauffe, ça fait chauffer un peu. Là, si tu le fais sur ton poste, ça fait chauffer un petit peu, hein, au bout d'un moment, parce qu'il y a 5, tu arrives sur 5-6 runtime Spring Boot qui chargent en même temps. Bon, 5 JVM, bon, ça peut chauffer un petit peu ton PC. Mais ça te permet de voir avec différents runtime comment on fait pour le versionning. Ouais, j'utilise OpenAPI Generator pour générer alors les DTO, les contrôleurs, et c'est déjà pas mal. Voilà. Et t'as tout qui fait avec du Gradle, tout est en Gradle en fait. Et la base de données, j'ai mis une base de données PostgreSQL pareil sur Docker. Il y a un Zipkin si tu veux voir au cas où. Enfin voilà, c'est disponible. Enfin, n'hésitez pas à aller dessus, pas de problème. C'est open source. D'autres questions, remarques? Non? Bah, merci à vous.